grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani. Aujourd'hui, notre thème est une question. Le domaine de la recherche scientifique est-il suffisamment exploité au Mali? De nombreux chercheurs mènent des recherches dans différents domaines dans le pays. Le Mali compterait à ce jour plus de 1600 chercheurs travaillant sur différentes thématiques. De nombreux centres de recherche publics comme privés existent également, mais l'apport de ces centres n'est pas bien cerné et également l'apport de ces chercheurs est-il bien connu au Mali? La recherche scientifique est-elle reconnue à sa juste valeur? Quels sont les défis auxquels sont confrontés les chercheurs maliens? Quel est l'apport des chercheurs dans la résolution de certains problèmes cruciaux du pays? Le Grand Dialogue pose le débat aujourd'hui avec 4 invités, tous des chercheurs. Dr Baba Coulibaly, il est maître de recherche et directeur général de l'Institut des sciences humaines. Dr Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur, vice-doyen également à la faculté des sciences administratives et politiques. Dr Ali Tunkara, chercheur et directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel, CE3S. Dr Boubacar Ali Touré, médecin hématologiste au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Ce grand dialogue sera modéré par Sikou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais commencer par Dr Ali Tunkara. Comment se fait une recherche scientifique? Merci pour la question. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de réponse toute faite quand on sait que la recherche scientifique, vous l'avez bien évoqué dans les propos préliminaires, concerne des domaines aussi variés et variables. Chaque domaine a son épistémologie. Mais objectivement, au-delà de la pluralité des domaines et des sujets de recherche, il y a quand même des exemples qui sont communs à toutes les recherches, qu'on soit dans les sciences dites expérimentales ou dans les sciences naturelles ou humaines. Des questions épistémologiques se posent dans toutes ces sciences, des questions d'équidistance, le fait de ne pas succomber à la subjectivité, le fait de maîtriser son sujet, le fait de concevoir des outils qui vont aider à collecter des données, lesquelles données doivent être également interprétées à partir des connaissances, non pas parce qu'on a collecté des données, on va leur donner les sens que nous voudrions leur donner, mais il y a toute une étape à franchir afin de donner sens à ces données. Une fois que les données ont des sens, il faut les interpréter. C'est dans ces interprétations que des recommandations, parfois dites actionnelles, sont formulées ça et là, en fonction du domaine. Donc, en somme, la recherche, elle a comme exigence, d'abord il faut avoir un savoir savant, donc ce qui veut dire tout simplement, il n'est pas chercheur qui le veut. Donc c'est pas parce qu'on a le verbe facile, on s'autoproclame expert de tel domaine de la recherche, mais au-delà de la recherche savante, également il faut obéir à des exigences académiques et même épistémologiques, notamment les questions de confidentialité, les questions de la fiabilité des sources, les questions du terrain sont entre autres des aspects qui rythment la recherche. Donc pour dire tout simplement que la recherche, elle est loin d'être l'apanage de ce qu'on qualifierait dans les sciences sociales et humaines du bas peuple. En fait, c'est vraiment un domaine qui est réservé à ce qu'on appelle à l'élite intellectuelle ou à l'élite savante. Donc c'est pas du basique, c'est pas de la subjectivité, c'est pas de l'ordinaire. Il y a toute une gamme de critères à satisfaire pour s'autoproclamer chercheur. Ok, docteur Coulibaly, j'enchaîne avec vous. Est-ce que cette recherche dont vient en tout cas de définir un peu le processus, docteur Ali Tunkara, est-ce que ça peut se faire sans se rendre sur le terrain? Est-ce qu'il y a certaines de ces recherches-là qu'on peut mener sans faire le terrain? Merci. Cela dépend de
de ce qu'on appelle terrain, en réalité. Et parce que, comme Dr Tounkara vient de le dire, il y a une diversité de domaines, et chaque domaine a ses méthodes, ses procédures, et ses processus de validation. Donc, dans les sciences sociales, sciences humaines et sociales, ce que nous appelons terrain, c'est vraiment de préparer les outils de collecte de données et de se déplacer sur le terrain et d'échanger avec les communautés, avec les acteurs de la question sur laquelle la réflexion est menée. Et donc, en collectant le discours, en collectant les statistiques, etc., on vient les analyser et avec les méthodes beaucoup plus rigoureuses, etc. Donc, le terrain, j'allais dire, il est indispensable lorsqu'on fait de la recherche. Et tu prends d'autres domaines, le terrain, c'est dans le laboratoire, avec des produits alors qu'ils expérimentent les éléments étudiés, et c'est ça aussi leur réalité. Donc, de ce point de vue, dans l'un dans l'autre, le terrain, il est fondamental. C'est une étape fondamentale parce que ça amène à produire des résultats qui sont beaucoup plus objectifs. Docteur Touré, le terrain pour vous dans le domaine de la médecine, c'est quoi? C'est le labo, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se fait la recherche au niveau de la médecine, le processus? Vous pouvez nous expliquer un peu? Merci. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, effectivement, dans le domaine de la médecine, effectivement, il y a on peut dire plusieurs terrains. Il y a effectivement le terrain qu'on va directement vers les populations pour recueillir éventuellement des données ou recueillir des éléments, notamment peut-être des éléments sanguins ou dans le cadre de la demande, par exemple, de l'hématologie, c'est faire des prises de sang qu'on va ramener au laboratoire si on doit faire des recherches spécifiques. Aussi, effectivement, il y a aussi le laboratoire, essentiellement, où effectivement toutes les expérimentations sont réalisées, notamment, quel que soit le domaine, que ce soit celui du médicament, ou que ce soit aussi dans le cadre de la recherche sur les agents pathogènes, par exemple, les bactéries, les virus et tout ça. Donc ça se manipule au laboratoire, ou dans le cadre même dans mon domaine précis, qui est celui de l'hématologie, donc toutes les maladies du sang, tout se fait à partir généralement des prélèvements de sang. Mais effectivement, ces prélèvements de sang se font sur des populations et effectivement, ces populations, on a besoin d'aller vers elles pour leur expliquer ce qu'on veut faire dans le domaine de la recherche, et il faut qu'ils acceptent de participer. Et donc ça, c'est important aussi dans le cadre de la recherche. Et en acceptant de participer, on peut avoir les produits qui nous permettent de mener les recherches sur lesquelles on veut les réaliser. Et même dans le domaine de la médecine, il y a aussi le côté social. Donc les perceptions, par exemple, des maladies, des notions de maladie, de guérison et tout ça, ça aussi, c'est des choses qu'on ne peut recueillir auprès des populations, qui permettent après analyse de savoir effectivement quel est le comportement des populations vis-à-vis de telle ou telle maladie, pour pouvoir peut-être éventuellement prendre des décisions dans le cadre de l'information, de la sensibilisation par exemple. Docteur Sogoudougo, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ça par rapport au travail de terrain dans le cadre de la recherche? Merci et bonsoir à toutes et à toutes ces personnes-là qui nous écoutent en ce moment. Pour dire que, juste peut-être relativiser un peu la notion de terrain, le terrain n'est pas forcément toujours un espace physique où on va travailler sur un échantillon d'une population donnée. Le terrain aussi peut parfois se dématérialiser. Par exemple, quand on parle de cybercriminalité, par exemple, là, ça se passe dans un monde virtuel qu'on peut investiguer. Voilà, donc c'est pour dire que le terrain est compris là comme étant cet espace matériel ou immatériel où on va collecter des données effectivement qui seront analysées comme l'ont dit mes collègues. Maintenant, les méthodes de collecte et d'analyse vont dépendre un peu des différents domaines dans lesquels on se retrouve, et les méthodologies, les techniques d'analyse varient aussi un peu d'une discipline à une autre. Mais de façon générale, en sciences sociales,
voilà, nous partageons pratiquement les mêmes méthodes, les mêmes outils. Donc, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, on ne s'improvise pas chercheur, c'est difficile parce qu'il y a toute une formation préalable. Et d'ailleurs même, ça va de la crédibilité parce que la recherche, il faut de l'objectivité, il faut de la distanciation. Voyez-vous, et il y a un certain nombre de critères qui sont nécessaires pour pouvoir faire une recherche, investiguer un objet, pour pouvoir effectivement produire des connaissances qui puissent être utiles à la société. Alors vous l'avez abordé, on ne s'improvise pas chercheur. Comment devient-on chercheur? Vous pouvez nous parler un peu des critères. Est-ce que les critères sont les mêmes dans tous les domaines ou bien ils diffèrent selon les domaines? C'est d'abord, la recherche est déjà d'abord organisée. Généralement par l'État. Vous allez voir qu'il y a des structures de recherche qui existent, il y a des espaces de recherche, donc elle est organisée. Et donc, par exemple, vous êtes étudiant, vous faites une thèse de doctorat, vous le faites dans un labo. Et donc, déjà, vous voyez, vous êtes dans un cadre institutionnel. Et il y a des qualités qu'il faut avoir, donc il y a des formations nécessaires à la base qu'il faut déjà avoir pour pouvoir faire de la recherche. Par exemple, il faut apprendre les méthodes de la recherche, il faut apprendre à connaître les outils d'enquête, les outils d'analyse de données, etc. Et il faut aussi avoir des connaissances solides pour pouvoir mettre sa recherche en discussion avec les connaissances ou en tout cas les travaux antérieurs. Sinon, la recherche n'est pas un monologue. Le chercheur veut s'engager dans un débat, quel que soit le domaine. Les résultats que nous avons, nous les mettons en lien avec tout ce qui est fait avant nous. Et c'est en cela que la recherche peut devenir quelque chose de progressif et qui continue. Docteur Ali Toungara, on l'a dit, même si le terrain ne signifie pas à chaque fois se déplacer, ça ne signifie pas un espace physique comme le disait tantôt Docteur Sougoudougou, mais dans un contexte malien où le pays fait face à beaucoup de difficultés, notamment sécuritaires, est-ce que on peut dire que les chercheurs sont confrontés à certains défis dans le cadre de leur travail? Alors d'abord, dans le contexte malien, c'est vrai qu'officiellement, les textes régissent tous les domaines du possible en termes de la recherche scientifique. Mais dans la pratique, on se rend compte que les chercheurs, pour le cas du domaine de la sécurité, on les trouve un peu partout, comme ça, dans les facs des sciences sociales humaines, dans les facs des sciences politiques et juridiques, même des collègues de la médecine ont parfois d'interactions avec les questions comme la sécurité ou l'insécurité, notamment la santé, la sécurité par la santé. Alors, tout cela nécessite justement de qualités académiques avant de s'intéresser à l'institutionnel. On se rend compte que dans le contexte malien, il y a quand même une sorte de pagaille quand on s'intéresse au profil de ceux-là qui s'autoproclament. Quand vous dites que vous êtes analyste, naturellement, vous êtes aussi quand même chercheur. Or, si l'on se réfère à des médias sociaux dans le contexte malien, toutes ces prises de parole publiques face à des sujets aussi importants tels que la gouvernance, le terrorisme, même la question des mouvements sociaux. Ouais, donc ce sont des acteurs majoritairement qui sont quand même déshérités de ce savoir savant. Ce qui fait que l'impression qui est donnée quand on n'est pas malien, on se demande s'il y a même des chercheurs maliens qui ont eu à mener des travaux sur des thématiques aussi importantes et même épineuses. Donc en somme, les chercheurs maliens, ils font des productions, ils font des travaux excellents, mais lorsqu'il s'agit de leur consommation, on se rend compte que ce sont plutôt comment dirais-je, des gens qui s'autoproclament comme chercheurs, qui sont le plus vus, le plus enviés et même les plus écoutés. D'où l'interrogation, est-ce que concrètement des gens publient au Mali? Or, si vous prenez tous les domaines du possible, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine de la géopolitique, j'en passe, vous avez des productions qui sont faites par des Maliens, lesquelles productions sont extrêmement importantes, mais elles sont peu portées à la connaissance d'un public outre qu'académique. Donc, pour dire que c'est vrai, les travaux sont en cours, mais lesquels travaux
ils ne sont quand même pas consommés. Ce sont plutôt des raccourcis, des commentaires qui ont... Beaucoup de Maliens aussi comme aux commentaires, aux raccourcis, on aime bien dire des choses qui n'obéissent pas à l'objectivité, qui sont tellement jolies à entendre, que de dire des choses qui ont obéi à l'expérimentation, à l'objectivité, à l'équidistance. Parce que il est aussi important de rappeler que dans la plupart de nos aires culturelles, la contradiction n'est pas quelque chose d'accepté par nos terroirs. Or, la science, elle est quand même sérieusement axée sur la contradiction. Contredire l'élite politique malienne, par exemple, ou dire des choses qui vont à l'encontre de l'élite politique, on est perçu comme un patriote à moitié ou quelqu'un qui serait à la merci de l'Occident. Donc, vous comprendrez aisément que les recherches, qu'elles soient dans le domaine des sciences sociales ou dans le domaine des sciences humaines ou sciences expérimentales, elles sont peu communes aux Maliens, car qui parle de la recherche parle de cette équidistance. Donc, en somme, un chercheur n'a pas à se soucier de ton ethnie, de ta religion, de ton statut ou de ce que tu pourrais l'apporter comme promotion. Or, malheureusement, ce qui nous est suffisamment commun en termes d'héritage, c'est de succomber au raccourci, c'est de faciliter. Voilà. D'accord. Docteur Koulibaly, vous êtes le directeur général de l'Institut des sciences humaines, qui est un centre de recherche, si on peut le dire. Vous pouvez nous dire un peu quel est le rôle dévolu à ce centre-là? Merci. L'Institut des sciences humaines, il faut le rappeler, est l'une des premières institutions de recherche au Mali. Et il a été créé en 1962 par Amadou Ampateba. Et depuis cette date, l'Institut des sciences humaines travaille à l'amélioration des connaissances, n'est-ce pas, dans le domaine des sciences humaines et sociales, et notamment sur les sociétés et les cultures maliennes. Donc, notre mission principale, c'est vraiment d'améliorer la connaissance, n'est-ce pas, sur les sociétés maliennes, sur la culture malienne, afin d'aider la prise de décision par les pouvoirs publics. Donc, c'est fondamentalement. Donc, à partir de cette mission-là, des programmes de recherche sont développés, des programmes pluriannuels sont développés. Je ne peux pas citer tout ce qui a été fait jusque-là, mais actuellement, nous avons un certain nombre de programmes à l'œuvre. Il y a un programme sur les mutations sociales à l'Office du Niger et les questions foncières. Il y a un programme sur l'approche socio-anthropologique du secteur de l'orpaillage. Il y a un autre programme sur les conflits et les mouvements des populations. Et puis, une recherche archéologique dans le Mandé. Parce que le Mandé, c'est aussi un vieux pays où il y a beaucoup de sites culturels, des anciens tombeaux qui ne sont pas suffisamment valorisés. Est-ce que vous travaillez avec des chercheurs indépendants ou bien tous les chercheurs avec lesquels vous travaillez sont des chercheurs qu'on peut considérer comme des fonctionnaires travaillant pour l'État? La recherche, c'est un domaine ouvert. Nous sommes une institution publique, donc nous travaillons naturellement avec les autres centres de recherche. Nous travaillons naturellement avec les universités, dont les chercheurs sont dans nos équipes de recherche. Et nous-mêmes, nous sommes impliqués dans des enseignements à l'université, nous sommes impliqués dans des programmes de recherche à l'université. Mais parallèlement à cela, alors, comme je l'ai dit, c'est un domaine ouvert. Des chercheurs, comme on dit souvent, des chercheurs isolés qui ont la compétence de faire de la recherche et peuvent s'associer, n'est-ce pas, à une initiative de l'Institut des sciences humaines. Alors, nous-mêmes, nous pouvons faire appel à ces compétences-là pour les utiliser dans le cadre d'une activité de recherche. Donc, c'est vraiment ouvert à toutes les compétences possibles. Docteur Sougoudou, est-ce qu'aujourd'hui, au Mali, le domaine de la recherche est vraiment reconnu à sa juste valeur? Est-ce que c'est vraiment valorisé aujourd'hui? Oui, et on va voir la question à deux niveaux. Alors, ceux qui sont dans ce milieu vont avoir du mal à dire que ce n'est pas reconnu du moment où l'État crée des structures. Par les autorités, par les gouvernements. Je veux dire, ceux qui sont carrément dedans, que ce soit les autorités et
les chercheurs, les universitaires, pour eux, c'est évident qu'il y a une recherche parce que vous avez des centres et des instituts carrément dédiés à la recherche. Et c'est une mission aussi des enseignants. C'est pourquoi on dit même maintenant enseignants-chercheurs, parce qu'à l'université, il y a des instituts dédiés, des organismes. Est-ce qu'on met les moyens qu'il faut Justement, j'en arrive. Mais quand vous allez du côté du grand public, vous demandez à mon cousin au grand marché, il n'a pas forcément une idée qu'il y a une recherche. Et Ali avait touché un peu ce problème en deux parts en disant que la question de la diffusion des résultats de la recherche et sa consommation. Je pense que c'est à ce niveau qu'il y a aussi le défi. La recherche n'est pas suffisamment connue du grand public et ce qui demande naturellement un travail de communication à ce niveau. Mais sinon, dernièrement, c'est presque chaque année maintenant, on organise les journées de la recherche et de l'innovation. Quand vous y rentrez, vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de recherches qui ont donné des résultats extraordinaires et qui sont utilisés aujourd'hui. Je me rappelle un des médicaments que mon pédiatre m'a conseillé, Balembo, et il me disait, est-ce que vous savez que ça a été développé par les chercheurs maliens? Mais je vous assure que c'est efficace, comme les sirops qui nous viennent de l'Occident, etc. Donc vous avez pas mal d'innovations qui existent, mais ça reste ce problème-là, c'est moins connu. Et je suis d'accord avec vous, l'autre défi aussi, c'est effectivement le financement, qui reste problématique parce que les structures de recherche publique sont essentiellement financées sur des fonds publics qui restent insuffisants. Par exemple, vous avez le fonds compétitif pour la recherche, le FCRIT, que l'État a mis en place en 2011. Mais ce fonds-là ne représente 0,02% des recettes, quoi. Donc, vous voyez, ces fonds sont relativement faibles. Quand vous tenez certains domaines de recherche, que les sciences expérimentales et les sciences dures, parfois même le matériel des labos, ça coûte excessivement cher. Donc c'est difficile. Et les sciences humaines restent surtout le parent pauvre où on est un peu moins financé. Donc le financement reste un défi majeur. Vous avez le secteur, mais ce n'est pas seulement que ce secteur-là, le secteur privé. Vous avez le secteur privé, il y a un rapport de... Juste une question, vous avez dit les sciences humaines sont les parents pauvres. Est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi on n'accorde pas assez d'importance au domaine des sciences humaines? Je peux me tromper, mais en tout cas, la lecture que je fais des politiques publiques aujourd'hui, en matière de priorité de l'État, c'est vraiment de mettre l'accent sur les sciences dures et les sciences expérimentales. Voilà, qui sont la priorité numéro 1. Peut-être que les sciences humaines et sociales viennent peut-être en second plan. Et ça, c'est lié un peu au défi de développement économique et technologique du pays. Qui ne voudrait pas voir aujourd'hui le Mali développer ses drones et voilà, avoir la technologie dans le domaine de la santé, etc. Et je pense que ce sont, quand on a des ressources assez limitées, nous appeler à faire des choix, on peut comprendre. Mais ça ne veut pas dire que nous abandonnons, nous continuons à réclamer de l'État, nous les sciences sociales, qu'on nous donne autant de moyens peut-être que nos amis des sciences dures et expérimentales. Donc, pour continuer, je vous disais aussi que vous avez le secteur privé aussi qui finance de la recherche. Et ça, c'est quelque chose qui est assez méconnu. J'ai eu la chance de voir... le discours de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur en 2023 lors justement des journées de la recherche et de l'innovation où il disait qu'il y avait plus de 20 milliards comme ça qui sont investis dans la recherche et presque une 30% viennent c'est-à-dire des entreprises privées qui financent de la recherche. Mais le problème à ce niveau, c'est quoi aussi? C'est que parfois, ces fonds investis dans l'innovation et la recherche, ils ont du mal parfois justement à aller au bout en termes de mise en œuvre, c'est-à-dire de matérialisation de ces recherches-là. Parce que la recherche coûte excessivement cher, l'innovation qui est de passer à autre chose n'est pas forcément suffisante et ces secteurs ont autant besoin d'être accompagnés et d'être soutenus par l'État. Donc du coup, on se rend compte que le système bâti, la façon dont la recherche elle est ressentie par les acteurs de la recherche et la population malienne, c'est comme si c'était la chose de l'État. La chose de l'État. Alors que, quand on regarde auprès de nous, que ce soit certains pays africains tels que les pays du Maghreb, dont je peux me permettre d'en parler un peu au vu que le temps que j'ai passé là-bas pour mes propres formations, ou encore en Europe ou en Amérique, on voit que la recherche est fortement financée par le secteur privé. Et c'est là qu'on voit les universités qui s'associent avec les grandes industries. C'est eux qui développent.
voyez-vous. L'État encadre, il contrôle, il oriente, il produit les normes, il met les mécanismes de contrôle en place, mais ce n'est pas l'État qui est le premier bailleur. Il est l'arbitre et l'organisateur du jeu. Mais chez nous, l'État, on est encore à un stade de démarrage où c'est l'État qui est le bailleur. Et donc, ça rend la chose encore très compliquée. D'accord. Docteur Touré, dans le domaine de la médecine, à présent, comment se passent les choses? D'abord, comment devient-on chercheur? Est-ce qu'il faut avoir un certain niveau d'études, avoir un certain diplôme, faire un certain nombre de publications? Comment on peut se prévaloir de ce titre de chercheur? Bon, merci pour cette question. Ça rejoint un peu ce qu'avait expliqué mon prédécesseur. Effectivement, il faut d'abord une formation de base, notamment dans le cursus de formation. On a ce qu'on appelle des masters. Dans les masters, par exemple, on a les masters professionnels, mais il y a aussi les masters de recherche. Et donc, quelqu'un qui veut aller dans le domaine de la recherche, par exemple, il va opter pour surtout dans les sciences fondamentales, il va opter pour les masters de recherche et aller vers un doctorat. Et dans ce doctorat-là, c'est obligatoirement, tu travailles sur une question de recherche. Et donc, dès qu'on finit le doctorat, on a des questions de recherche sur lesquelles on a travaillé et sur lesquelles on va continuer. Et donc, ça se fait dans les structures de recherche en général. Et chaque fois qu'on fait une recherche, qu'on aboutit, on a toujours une autre question que ça soulève. Donc, du coup, on rentre dans le domaine de la recherche et on continue dans ce domaine-là. Alors, pour vous, quand même, ça doit être différent quand même des sciences sociales où on déplore le fait que voilà, il n'y a pas assez de moyens qui sont mis à la disposition des chercheurs. Mais dans le domaine de la médecine, qui est considéré quand même comme étant un domaine où il y a des résultats concrets, vous donnez des résultats concrets. Est-ce que dans ce domaine-là, on accorde assez d'importance à la recherche? Oui, on accorde de l'importance à la recherche, mais ce qu'il faut dire dans le domaine de la médecine, la majorité des recherches se font en collaboration et généralement, dans la majorité des cas, c'est des financements un peu, on peut dire, extérieurs. Et donc, dans le cadre de la collaboration internationale, parce que, comme on a dit, le coût de la recherche elle est très élevé et les fonds alloués dans le cadre de la recherche, quels que soient les centres, que ce soit en médecine ou dans les autres structures, je veux dire, ça ne permet pas de couvrir les besoins, notamment dans le domaine de la recherche, parce qu'on a besoin parfois de beaucoup de matériel, surtout de matériel, et ce matériel, parfois, il peut coûter très cher pour avoir des résultats qui sont escomptés. Donc, l'essentiel des recherches, notamment dans le domaine de la médecine, se fait en collaboration et sur financement extérieur, et donc ce qui permet, effectivement, dans le cadre de la collaboration, d'avoir quand même, effectivement, beaucoup de résultats, quel que soit le domaine, et en particulier là où le Mali excelle, c'est dans la recherche sur le paludisme, où vraiment le Mali est le pionnier, on peut dire, à travers le monde, parce que ce sont ces recherches qui ont abouti à beaucoup notamment par rapport aux médicaments, beaucoup de médicaments aujourd'hui qui sont utilisés, et surtout aujourd'hui le vaccin contre le paludisme, qui est vraiment celui qui a été l'élément phare aujourd'hui dans le domaine de la recherche sur le paludisme au Mali, où c'est des équipes maliennes qui ont quand même contribué de façon très significative au développement de ce vaccin qui est aujourd'hui recommandé par l'OMS. Docteur Ali Toungara, est-ce qu'on peut dire qu'avec la crise que le pays a connue, que le pays, voilà, on est toujours dans la crise, mais est-ce qu'on peut dire que cette crise a permis aux autorités, aux gouvernants, mais aussi à la population de donner beaucoup plus, d'accorder beaucoup plus d'importance aux recherches faites par les chercheurs, puisqu'on voit généralement que vous êtes consulté sur beaucoup de questions, vous êtes sur les plateaux pour faire des analyses. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que la crise vraiment a permis à faire en tout cas briller les chercheurs? Peut-être avec certaines catégories, notamment quand je comme le média. Quelle catégorie? Comme Studio Tamani, je me souviens au début, au début de Studio Tamani, on faisait tout le temps appel à des experts non sahéliens pour se pencher sur le terrorisme au Mali. Mais je pense progressivement on a compris qu'il y a quand même de la matière sur la colline de Sabar, à Barlaoul. C'est à saluer, notamment pour le cas des médias. Mais objectivement, l'élite militaire et politique au pouvoir, elle a quand même du mal à intégrer sérieusement et suffisamment
la recherche dans l'agir. Si vous regardez un peu nos différentes productions, en général, tout ce qu'on fait comme articles, comme livres, nous sommes davantage invités par des chancelleries occidentales, dans les ambassades, par des ministères des Affaires étrangères de ces États, pour nous écouter sur le Sahel. Mais à ma connaissance, les chercheurs nationaux sont quand même très peu consultés. Je ne dirais pas que l'élite politique au pouvoir serait en déphasage avec tout ce que nous faisons comme production. Mais je pense qu'il suffit juste d'interroger un peu l'entourage immédiat des décideurs. Certes, il y a quelques talents qui sont à saluer. Mais franchement, majoritairement, on a fait appel à des gens pour des raisons outre qu'académiques, outre que scientifiques. Admettons, prenons juste un exemple basique. Vous avez associé récemment au dialogue intermalien. Si vous regardez un peu le profil de ces 100 et quelques acteurs qui ont pris part, enfin qui ont conduit ce dialogue en leur qualité d'experts, c'est bien de les respecter. Beaucoup d'entre eux ne sont pas camouflés, ils sont déshérités de ce savoir savant. Je comprends quand on est plus dans le sensationnel, pour légitimer un certain nombre de choses dans un pays aux abois, on est parfois tenté de tendre la main à toutes les catégories au nom de l'inclusion, au nom de la cohésion sociale, mais la pertinence dans l'objectivité n'est pas trop familière à l'élite politique. Rappelons quand même que du président Moussa Traoré à aujourd'hui, les gouvernements successifs ont même eu peur ou ont toujours peur des chercheurs parce que les Maliens de nature seraient même réticents à l'objectivité, à la critique. Voyez-vous, vous avez mentionné le cas du dialogue. Mais vous ne faites pas que critiquer. Vous non, je pense qu'au-delà de... C'est ça une des difficultés auxquelles les chercheurs maliens sont confrontés. Le fait qu'on veut que la recherche soit orientée dans le sens que l'élite au pouvoir souhaiterait qu'elle soit. Or, si vous prenez par exemple ce dialogue intermalien, ce que j'ai dit, même dans une note, il est quand même inconcevable de penser que la dynamique sécuritaire Massina serait la même qu'on observerait à Yanfoïla, qu'on observerait justement à Ansongo. Je pense que ce travail de contextualisation, ce travail qui va consister à circonstancier les foyers de tension, demanderait non seulement du temps, mais dans le même temps des moyens également. Or, le politique en général, on est plus dans le sensationnel, on est plus même dans l'escalade émotionnelle. On veut juste impressionner les gens, mais derrière, c'est que de cubes de surface en fait. Dès qu'il y a du vent, tout s'écroule. Donc je pense que les chercheurs maliens, objectivement, sont peu valorisés par l'élite gouvernante pour des raisons aussi très évidentes, parce que voilà, les gens ne sont pas dans la prospective, les gens sont moins dans la programmation. Et vous serez étonné si vous demandez aujourd'hui le ministre de la Santé de vous faire la topologie de l'état de la santé d'ici à 10 ans. Il y a même pensé que vous êtes en train de jouer au théâtre, en fait. Vous interrogez le président de la République de vous donner une idée claire sur la crise énergétique d'ici à 2040. Je ne suis pas sûr qu'il soit mesuré. Donc, pour vous dire que dans un état où la programmation, l'anticipation sont perçues comme accessoires, naturellement, la primauté est donnée à ces acteurs virtuels. Quand j'entends des Maliens d'un niveau important d'éducation qui n'attendent que la déclaration d'un activiste pour se situer par rapport à la crise énergétique, pour se situer par rapport à la question des ensembles régionaux sous-régionaux, c'est quand même inquiétant dans un pays sérieux. Comment des sujets aussi importants sont débattus par des acteurs qui sont déshérités de tout savoir intellectuel, de tout savoir savant. Alors, docteur Koulibaly, est-ce que ces dernières années, en tout cas la période de crise de 2012 à maintenant, est-ce que les chercheurs ont en tout cas produit, dans quel que soit le domaine, des résultats tangibles, des résultats concrets, puisque beaucoup pensent que voilà, les chercheurs sont généralement dans la théorie, maintenant pratiquement dans le concret. Est-ce qu'il y a des résultats tangibles qui ont été produits par des chercheurs pour dire que les chercheurs ne font pas que chercher, mais ils trouvent aussi? Bien sûr, les chercheurs, ils trouvent.
Et la crise, c'est une réalité. Est-ce qu'il faut la considérer tout simplement comme un frein, comme un blocage, ou la considérer comme une opportunité? Moi, je pense de ce point de vue-là, la crise a donné l'occasion aux chercheurs maliens, de façon générale, de montrer qu'ils sont résilients. Et j'avoue que malgré la difficulté d'accès au terrain, malgré les moyens financiers qui s'amenuisent, les chercheurs ont continué à produire. Et mon voisin d'à droite a fait une publication très intéressante sur le djihad, n'est-ce pas, au centre du Mali. Ça, c'est une production importante. Et ça a été fait pendant la crise pour mettre de l'éclairage sur la situation, n'est-ce pas, de ce milieu-là. Et beaucoup de réunions ont été organisées. Nous-mêmes, à notre niveau, à l'Institut des sciences humaines, on a organisé un colloque sur la crise et son impact sur l'éducation au Mali. Et les différentes communications qui ont été faites montrent bien que le terrain reste investi et le terrain reste exploré par les chercheurs, mais bien entendu avec des stratégies souvent différentes. Voilà, c'est une adaptation à la situation. Donc c'est ça qui montre cette résilience-là. Et quand on regarde aussi au niveau, en tout cas au niveau des sciences humaines et sociales, le nombre d'articles publiés sur le terrorisme, sur le conflit armé, sur le conflit communautaire, sur la rébellion, etc., ça montre que les chercheurs ne dorment pas et qu'ils sont en train de travailler malgré les contraintes. Docteur Abdoul Sogoudou, les chercheurs sont en train de travailler, mais est-ce que vous n'êtes pas aussi victime du fait que nous sommes dans un pays où la majorité est analphabète, vos productions, très généralement, c'est en français, il n'y a pas le temps de les traduire pour certains, pour que les gens puissent mieux s'imprégner du contenu de ce que vous donnez comme résultat de vos recherches. Merci pour la question. Je pense que le faible niveau peut-être entre guillemets d'éducation ou en tout cas d'accès à l'écriture en français ou arabe ou anglais, quelle que soit la langue, oui, on peut le reconnaître comme une difficulté, mais ce n'est pas une difficulté de façon absolue en soi pour la consommation des résultats de la recherche. Parce que, vous voyez, de plus en plus, même le CAMES, il valorise aujourd'hui le fait que les chercheurs aillent vers le grand public pour rendre accessibles les connaissances produites. Donc, ça veut dire qu'il faut dépasser le cercle savant, qu'il ne faut pas seulement présenter les résultats de nos recherches entre nous lors des colloques et des séminaires dans les universités, dans les centres, etc. Mais voilà ce que nous sommes en train de faire ici en est un exemple. C'est les plateaux télé, c'est partager les connaissances avec les communautés, etc. Donc c'est de plus en plus ces stratégies-là qu'il va falloir que le chercheur malien adopte. Et à ce niveau aussi, l'État aussi, oui, effectivement, va avoir un rôle d'accompagner ces dynamiques-là. Par exemple, on l'a vu à l'avènement de la nouvelle constitution en 2023. Il y a eu énormément d'efforts où des experts ont été amenés à expliquer les enjeux, les dispositions de la constitution au grand public. Et dans toutes les langues, on a pu le faire. Il y a eu une grande diffusion de ce projet-là au sein des populations. Et je pense que sur certaines questions où nous avons des connaissances sérieuses produites à travers des recherches sérieuses, on peut essayer de fournir ces mêmes efforts-là pour diffuser suffisamment ces connaissances-là. Parce que quand on regarde effectivement au Mali, ce n'est pas un pays pauvre en termes de production. Le pays est très riche parce qu'il y a beaucoup de production scientifique, mais bien vrai, je ne dis pas qu'on a atteint un optimum. Il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Le nombre de chercheurs est encore très peu et il demande à être suffisamment soutenu en termes de renforcement de capacité, voilà, pour que la qualité et la quantité soient là. Donc il faut reconnaître ces défis-là. Mais je pense que la diffusion est un problème à part, qu'il faut traiter à part et qui n'enlève à rien à la qualité des travaux déjà existants. Mais c'est vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on arrive à travailler sérieusement. Mais est-ce que même dans le domaine, docteur Touré, et même dans le domaine de la médecine,
il n'y a pas ce manque de entre guillemets communication, sinon de médiatisation de ce que vous faites comme travail. Vous produisez des résultats souvent intéressants, mais qui n'est pas très bien connu par le grand public. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas revoir cela aussi dans le cadre de vos recherches? Oui, tout à fait. Merci pour cette question. Je suis tout à fait d'accord avec mon voisin de droite par rapport à la diffusion de ces résultats. Malheureusement, l'essentiel des résultats qui sont produits au niveau de la recherche scientifique, globalement, ça circule entre scientifiques et que le public qui est le plus concerné n'a pas les informations. Donc je pense que dans l'avenir, il faudra peut-être trouver des espaces autres que les colloques scientifiques ou les congrès des sociétés savantes pour pouvoir aussi diffuser les résultats de ces recherches-là en termes beaucoup plus accessibles aux populations, parce qu'il ne faut pas aussi donner les résultats comme on le donne à un scientifique. Donc, par exemple, quand je prends mon domaine précis qui est celui de la drépanocytose, où on a participé à des recherches, notamment pour valider un test de diagnostic rapide de la maladie, il est important que, par exemple, si on diffuse ça, on ne va pas aller dans comment ça se fait le diagnostic, mais pour montrer que effectivement c'est grâce aux activités de recherche qu'on a faites qu'on a pu aboutir à cet outil-là qui permet aujourd'hui, quel que soit là où un endroit où on se trouve au Mali, on peut faire le diagnostic de cette maladie, alors qu'avant il fallait venir obligatoirement à Bamako pour faire les analyses. Donc voilà, donc ça c'est des éléments. Donc c'est de faire diffuser ça de façon que ça ne soit pas toujours entre scientifiques, mais que ça soit accessible aux communs des mortels pour qu'ils puissent savoir qu'il y a quelque chose qui se fait et qui est bénéfique pour eux. En fait, c'est ça aussi. Je pense que dans le domaine agricole, il y a beaucoup d'éléments comme ça, notamment des variétés de mil, de niébé, de semences qui sont produites. Et ça, je crois que c'est des éléments comme ça qu'il faudra aussi dans les autres domaines, notamment que ce soit dans les sciences sociales que dans la médecine. Alors, nous acheminons vers la fin de l'émission. Une question, je vais demander à chacun de donner son avis, sinon sa proposition de solution pour inverser cette tendance-là aujourd'hui. Comment redonner à la recherche toute la place qu'elle mérite, aux chercheurs toute la place qu'ils méritent voilà, dans le pays. Docteur Ali Tounkara. Non, je pense qu'on ne va pas inventer la roue. Objectivement, on a beau demander aux chercheurs de publier, en dernière instance, il est quand même de la responsabilité de l'État, non seulement de rendre les résultats obtenus accessibles, mais dans le même temps de mettre aussi les chercheurs dans des conditions. Pour rappel, un chercheur malien, son collègue du Burkina, un statut égal, il a doublé son salaire, donc on ne peut pas me parler de pouvoir d'achat. Je parle du Burkina, du même pour le Niger également. Donc tout commence par là. Mais il est quand même urgent, notamment lorsque un pays se trouve en crise aussi profonde et complexe, de se faire entourer par des chercheurs qui sont prêts à vous dire des choses qui ne vous plaisent pas. Mais lorsqu'on va à tout bout de champ entendre des choses qui nous plaisent, je pense que c'est le conseil qui est très souvent donné quand on est proche des pouvoirs, qu'ils soient législatifs ou même l'exécutif. Voilà, donc je pense qu'il est extrêmement important que cette proximité à la science soit désintéressée. On ne dira pas que tout cela aujourd'hui qui entourerait le président de la République ou le gouvernement ne serait pas bien outillé, mais on peut faire mieux. Donc pour ce faire, il est important d'entendre des voix qui gênent, pas seulement des voix qui flattent. Une fois que cela est consommé, naturellement, l'avenir est certain. Docteur Koulibaly. Merci. Je pense que la recherche cherche encore son chemin. Et du coup, ce qu'il faut faire, d'abord, il faut qu'entre nous, chercheurs, nous cherchions à décloisonner. Et moi, je suis sûr et certain qu'il y a des recherches qui se font à l'Institut des sciences humaines. Les mêmes recherches se font à l'Université des sciences juridiques. Les mêmes recherches se font à l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Donc, il est temps que nous-mêmes, les chercheurs, nous nous mettions ensemble. Nous mutualisons nos programmes, nos savoirs, nos connaissances et même nos moyens en termes de finances, en termes de ressources humaines. Ça, c'est extrêmement important. Et aussi, l'autre chose, c'est qu'il est temps que nous travaillions sur des problématiques
que nous définissons nous-mêmes. Aujourd'hui, quelqu'un l'a dit, la plupart des recherches se font sur la commande de l'extérieur et les sujets sont envoyés à partir de là. Donc il va falloir que nous travaillions à travailler sur les problématiques nationales et les sujets nationaux à travers lesquels nous pouvons apporter des solutions. D'accord. Voilà. Docteur Sougoudougou. Merci. Je voudrais d'abord commencer par partager le constat sur lequel on ne doit pas se tromper. Nous sommes dans un monde où les acteurs principaux, les États, ne sont guidés que par leurs intérêts. Donc il va de soi, comme le disait Koulibaly tout à l'heure, qu'on aille vers justement une recherche souveraine, c'est-à-dire penser la recherche par nous-mêmes, faire la recherche sur des problématiques qui nous intéressent afin de pouvoir développer des pensées autonomes. Et ça veut dire qu'il faut que l'État développe le partenariat public-privé dans le secteur de la recherche parce que il est clair que l'État ne peut pas financer la recherche à suffisance, en tout cas dans un bref délai. D'accord. Nous allons donner le dernier mot à Dr Touré. Le temps imparti est pratiquement terminé pour qu'il donne sa proposition de solution aussi. Donc, la proposition, moi j'ai deux éléments essentiels. Celle que l'a dit le docteur Koulibaly, c'est qu'il faut que les chercheurs se mettent ensemble pour pouvoir produire d'éléments importants. Et deuxième élément important, c'est d'ouvrir au système, au privé, pour pouvoir financer la recherche parce que l'État seul ne peut pas assurer le financement de la recherche. Donc vous rejoignez Dr Sougoudougou sur ce plan. Et c'est ce qui me fait donc à ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de la recherche scientifique au Mali. Nous étions avec le docteur Ali Tunkara. Il est le directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Dr Baba Koulibaly, directeur général de l'Institut des sciences humaines, et Dr Abdoul Sougoudougou, il est vice-doyen de la faculté des sciences administratives et politiques, et Dr Boubacar Ali Touré, il est médecin hématologiste, également chercheur au Centre de recherche de lutte et de recherche sur la drépanocytose. Ce grand dialogue a été modéré par Sekou Gadjigo, réalisé par Mariam Koulibaly. À la mise en onde, il y avait Seydou Ndao, à la régie vidéo Adjaratou Traoré. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.